Bonjour, bonsoir tout le monde. On attendait Monsieur Mans Fumsekni pour venir vous souhaiter la bienvenue. Il est là-bas. Non, non, on va pas l'attendre, il est là. Voilà. Donc on va commencer cette discussion. Donc merci d'être venus, si nombreux. Merci Mans pour avoir organisé cette discussion. Merci Aïcha et Aza d'avoir accepté d'être là pour discuter de cette exposition et du travail de Aïcha Fileli. Exposition qui s'intitule Mémoire en raccourci. Et le sous-titre, c'est, rappelle-moi. Voilà. Tunis Bourguiba wa Ashya Okhra. Donc la discussion va être simplement, le plus simplement du monde, une discussion où, on en parlait justement tout à l'heure, l'idée est de parler de l'exposition en soi, mais de la manière peut-être la plus même la plus évidente, dans le sens où on voit et on connaît le travail de Aïcha Fileli. À chaque exposition, on s'attend à quelque chose de Aïcha Fileli qui va arriver, mais c'est toujours une surprise. Effectivement, mais dans les fonctionnements et dans sa manière de traiter de certaines questions ou de certains thèmes, on s'attend un peu à ce type de jeu, disons, comme ce qu'on a vu ici dans l'exposition. Mais quand même, l'idée, c'est de repartir vraiment au point de départ et d'essayer de comprendre, comme j'ai un peu essayé de le faire quand elle m'a invité à écrire sur son travail, avec les textes de Aza Fileli aussi, et de Ali Loueti, et de Aïcha aussi. Un texte qui introduit et qui explique la démarche. Et essayer de comprendre comment tout ça s'est fait. Pour moi, personnellement, ça a été très compliqué. Parce que le travail était déjà quasiment fini quand tu me l'as présenté, et que le travail était déjà entamé depuis plusieurs mois, voire années, si j'ai bien compris. Donc, Aïcha, si tu peux justement nous parler de la genèse de ce projet. Bonjour, ça résonne beaucoup. Merci d'être là. D'abord des remerciements quand même. Remerciements aux auteurs, Mohamed Ali Berhouma, Ali Loueti qui n'a pas pu être avec nous et Aza. Merci de leur texte dans cet ouvrage. Merci à la Fondation Bourguiba et à Mariam Bourguiba qui n'est pas en Tunisie maintenant d'avoir aidé à la publication de cet ouvrage. Alors, ce travail, c'est un travail qui a duré autour de 3 ans, avec le Covid aussi. Et c'est difficile de parler du point de départ, voilà, des motivations de ce travail, parce que quand on fait un travail, on ne sait jamais comment ça arrive, comment ça vient. Bon, ce que je peux en dire, c'est qu'il y a une conjonction de plusieurs éléments, de plusieurs désirs ou envies de faire, qui est à l'origine de ce que vous voyez ici. D'abord les retables, d'ailleurs, comme je l'ai mis dans le texte, quand je voyage, je vais souvent dans les églises et je suis fascinée par les retables. Ce sont des supports en triptyque sur lesquels il y a des scènes religieuses.
et très décoré, très ornementé. Et donc j'aime beaucoup les retables et je me suis dit que j'aimerais en faire quelque chose. Donc ça, c'était une des motivations. La seconde, c'est exploiter un fonds de photos officielles qui appartient à ma famille. Là aussi, c'était une quantité qui m'interpellait et je ne savais pas quoi en faire. Et puis aussi rendre compte d'une période, la période de mon enfance, les années 60, et qui se trouve être les débuts de l'indépendance tunisienne et la période de construction d'un État national où il y avait beaucoup d'espoir, d'exaltation, etc. Et au vu de ce qui est venu après, j'ai toujours envié mes parents de ce qu'ils avaient vécu, de la période qu'ils avaient vécue, où il y avait beaucoup plus d'espoir que ce que nous avons vécu après sous Ben Ali et maintenant la confusion totale. Bon, je vous épargne, on est tous dedans. Et donc, c'est la conjonction de tout ça qui a fait ce projet. Au début, la certitude, c'était de travailler sur des retables et de transposer des éléments graphiques iconiques de la période. Donc j'ai commencé à chercher sur des revues, des magazines, toutes sortes de supports. Et à faire des collages avec des découvertes plus ou moins heureuses, etc. Et en fait, Bourguiba s'est imposé. Au départ, je ne voulais pas faire un travail sur Bourguiba. Mais en examinant tous ces supports, enfin toutes ces références que j'ai manipulées, tous ces documents d'archives, il était incontournable. Et donc, je me suis dit, autant le laisser et le mettre en avant. Et donc, c'est pour ça qu'il est sur tous les supports. Et ça, c'était la première partie. Après, par rapport aux photos officielles dont j'ai parlé tout à l'heure, je voulais aussi en faire quelque chose. Et je me suis dit, là, vraiment, il y avait un parti pris d'utiliser uniquement les photos où il y a Bourguiba et où il figurait, et de masquer les visages de toutes les personnes qui étaient avec lui. Et en fait, c'était pour exagérer justement sa présence telle qu'elle m'est apparue, aussi bien dans les différents supports que j'ai manipulés, ou alors les différents souvenirs que j'en ai eus durant mon enfance. Donc voilà déjà pour présenter de façon simple, j'espère, ce travail. Mais bon, on aura probablement à revenir sur les partis pris, le contenu, etc. Voilà. Très bien, ça explique pourquoi souvent je te vois la recherche de documents dans Dabarine, la recherche de ces revues sur Mtalidea. Donc j'imagine que c'était par rapport à ce projet spécialement. Voilà, c'est une pratique de toute façon qui est là, pas spécialement liée au projet, de chercher cette imagerie dans ces vieux documents. Chercher cette imagerie m'a toujours intéressée, mais disons qu'elle s'est exacerbée pour ce projet. Mais je suis toujours curieuse de ce qui a précédé, des signes, etc., parce que le langage des signes m'interpelle beaucoup. Donc tu disais tout à l'heure, Bourguiba, il s'est imposé par la force des choses. En quelque sorte, il était là, donc il est normal qu'il soit là et qu'il reste là. Mais en même temps, tu me disais par ailleurs que cette exposition, d'après ce qu'en ont perçu beaucoup de gens qui sont venus, n'est pas une exposition sur Bourguiba. Mais Bourguiba est juste là pour dire aussi autre chose. Tu le disais tout à l'heure, tu commençais à le dire. On ne parle pas seulement finalement d'une icône politique d'une certaine époque, mais de ce qui se passe aussi par ailleurs et par extrapolation, disons, de régimes peut-être totalitaires ou du culte de la personnalité en quelque sorte, qu'on voit assez souvent dans les pays de nos régions, pratiqués assez souvent. Oui,
bien sûr, il y a une position dans ce travail, c'est-à-dire que bon, en même temps, c'était une période de bonheur, de mon enfance. J'ai eu une enfance heureuse, mais en même temps où il y avait ce personnage qui était omniprésent jusqu'à l'excès. Et donc, évidemment, certains pensent que c'est un bâtisseur, d'autres pensent qu'il a fait aussi beaucoup de tort, etc. Il ne s'agit pas ici de juger ce personnage. Il a sa place dans l'histoire et à chacun de l'envisager comme il l'entend. Mais évidemment, il y a un culte de la personnalité qui était évident, tangible. Et donc, c'est ce culte de la personnalité que j'ai voulu aussi installer. Pas uniquement une période avec les différents éléments, mais dans la série de photos, c'était vraiment le culte de la personnalité parce qu'il déclarait souvent que bon, il avait fait un peuple ou un pays avec une poussière d'individus. Et donc la poussière d'individus, je l'ai représentée en masquant complètement les visages et il n'y a que lui. Mais bon, ce n'est pas mon point de vue, évidemment, mais à chacun de comprendre ce qu'il veut. Voilà, moi, avec ce travail, je ne veux pas que les gens focalisent uniquement sur Bourguiba. Mais il est là, il prend toute la place, il crève l'écran. Mais quand même, il y a autre chose. Et dans n'importe, comme tu le disais, ça peut être dans n'importe quel pays, à la limite naissant, ou à la hajj, le culte de la personnalité, c'était pas propre à Bourguiba ou à la Tunisie, et donc on peut le remplacer par un autre personnage dans un autre pays, et ça marcherait aussi. Donc, justement, Tawa, la présence de Bourguiba par rapport au récit de cette décade qui est de 1960 à 1970, il y a un aspect, en quelque sorte, je sais pas, tu reviens un peu aussi sur ton enfance, tu le disais, et justement, là, je m'adresse aussi à Aza Fileli, parce que vous avez partagé cette enfance, cette période. Comment est-ce que vous avez perçu ce travail de prime abord par rapport à Aïcha, que vous avez souvent accompagné d'ailleurs dans les expositions par des textes? Déjà, on peut se dire tu. Hein. D'accord. Bon. Disons-nous tu. Ceci étant, si tu permets, je voudrais rebondir sur un point dans ce que tu as dit qui me paraît intéressant à creuser, en tout cas pour Aïcha, et qui pour qu'on l'amène à parler de ce qu'elle fait. Tu as dit que tu avais vu le travail achevé. Oui, alors ça c'est une caractéristique du travail de Aïcha qu'effectivement j'accompagne par la force de la parenté, qui est la solitude dans le process, quand elle est en train de faire quelque chose. Elle ne veut pas montrer, elle ne veut pas que les autres voient, c'est comme si on risquait de lui enlever quelque chose de cet élan qui la pousse vers le travail. Ce n'est que lorsque le travail est terminé que quelque part elle n'a plus rien à faire avec ou qu'elle a dit ce qu'il fallait, qu'il est classé pour elle, qu'elle peut le montrer. Et ça me fait penser, c'est une attitude tout à fait respectable, ça me fait penser aux ateliers d'artistes d'avant, où justement l'élaboration de l'œuvre, que ce soit une peinture, une sculpture ou toute autre chose, est souvent accompagnée par une foule de personnes, non seulement le peintre ou l'artiste, mais aussi tout un groupe qui l'accompagne. Et donc, cette solitude dans le travail, elle, personnellement, elle m'interpelle. Pourquoi et de quoi est-ce que tu te protèges? J'aurais pas osé la question. Voilà, c'est un pli que j'ai pris. Et puis, dans un travail artistique, on sait comment on commence, mais on ne sait pas où on va. Et ce dont j'ai peur, moi j'ai peur, mais disons ce que je ne veux pas qui advienne, c'est qu'on me détourne de quelque chose qui est en gestation et que je ne maîtrise pas du tout. Donc il faut déjà que ça s'installe pour que je puisse avancer ou à dire des choses, ou à argumenter éventuellement si on me fait une remarque
bien placé. Voilà, haja. Donc, tant que c'est quelque chose d'évanescent, c'est même pas à moi encore, puisque c'est en train d'advenir. Donc, je veux pas qu'il y ait d'interférence, voilà le terme. Voilà. Donc, c'est aussi bête que ça. Il y a des gens qui aiment bien travailler en compagnie d'autres personnes. Moi, il suffit qu'il y ait quelqu'un avec moi dans l'atelier pour que j'arrête. J'arrête de faire des choses jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et donc, voilà. C'était ça. Non, je respecte cette espèce d'enfermement créatif qui est, on peut en dire beaucoup de choses, sans doute aussi une relative fragilité quelque part, quand le travail est encore, que je comprends parfaitement. Rien n'est plus difficile que d'être seul face à ce qu'on fait. Parce que bon, il n'y a personne pour te dire si c'est bien ou pas bien, et moi-même, bon, je suis toujours en but à ce genre comment dire ça, de désarroi. Mais bon, moi j'aimerais bien qu'on me donne un point de vue, sauf que je n'en trouve pas. Ça, c'est autre chose. L'atelier, bon, oui, c'est vrai, moi je n'osais pas en parler parce que je sais, et tu me l'as déjà dit avant cette exposition, quand j'avais tenté de découvrir ton atelier, tu m'as dit clairement non, il sera fermé. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a autour de cet atelier clos, de cette solitude, on retrouve un peu le mythe de l'artiste seul en train de créer, isolé, etc. Mais je ne retrouve pas en fait l'artiste qui s'enferme pour ne pas, voilà, pour ne pas être distrait, et en même temps parce qu'il se désintéresse de ce que l'autre pourrait dire du travail. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu, parce qu'un artiste aussi peut, lors d'une exposition ou quand il présente son travail, dire voilà, le travail est là, et moi je n'ai rien à dire, dialoguer avec cette œuvre, et puis voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, en quelque sorte. Mais ce que j'ai perçu, c'est une artiste qui était, après le vernissage, au cours de l'exposition, assez présente, avec le public qui venait, et toujours à l'écoute et dans un dialogue. Parce que tu aimais bien, enfin tu aimes bien, là, quand les visiteurs venaient, discuter avec eux, avoir leur avis. Donc ce n'est pas l'attitude qu'on pourrait croire d'un artiste qui n'a rien à faire de ce que pourrait dire le public ou de ce qu'il penserait. Voilà, les œuvres sont là et puis voilà. Mais au contraire, tu t'intéresses à cette réception et à comment ce travail est vécu et perçu. Oui, oui, bien sûr. D'abord, je ne sais pas pour être conforme à un mythe de l'artiste solitaire qui crée, c'est pas du tout ça. C'est surtout pour ne pas être perturbé dans des choses qui sont peut-être en train d'advenir. Et quant à avoir l'avis des autres une fois que le travail est terminé, bien sûr que ça m'intéresse, puisque c'est un travail qui est fait, qui presque ne m'appartient plus. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus rien à ajouter dessus sur les différents éléments fabriqués et réalisés. Et donc, à la limite, il est terminé, il vit de sa vie. Le travail ne m'appartient plus puisqu'il est terminé. Et à ce moment-là, ça m'intéresse de voir moi-même, en voyant mes travaux accrochés, je les vois de façon différente une fois que c'est terminé. Donc, je veux bien voir ce que les autres en ont perçu. Ça m'intéresse. C'est quand même un travail
disons, de 3 ans avec les recherches ou quoi. Et donc, ça m'intéresse de savoir ce que les autres en pensent, surtout que c'est très ambigu. C'est le contenu, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très ambigu. Et, une des visiteuses, je crois, de l'expo m'a dit vous avez une position politique. Donc, j'ai dit oui, elle est peut-être là, j'en sais rien, vous n'avez qu'à la deviner. Genre, انت مع بورقيبه ولا ماكش مع بورقيبه ولا حاجات من النوع هذا. Disons bon, c'est respectable, mais c'est vraiment réduire le travail à une dimension caricaturale, disons. Donc oui, ça m'intéresse ce que les gens en disent, évidemment. Oui, une fois que c'est terminé, bien sûr. Bien, maintenant qu'on est en public, je peux te poser les questions auxquelles tu ne réponds pas quand on est ensemble. Tu es obligé, là. Bon, tu as utilisé les retables et tu as dit toi-même que tu aimais les retables et les retables possèdent une valeur indéniable sur le plan de la sacralité, de l'importance, etc. Donc tu as investi des objets précieux. Dans ces objets, tu as placé un ensemble dans ces retables, tu as placé un ensemble d'objets totalement discordants, totalement hétérogènes. Comme si, en définitive, mettre Bourguiba et mettre une marque d'eau de Javel, ou un machin de café, une marque de café, ou n'importe quoi d'autre, était équivalent. Et bon, ça, on ne peut pas ne pas penser quand même à une attitude que, bon, le mot est un peu compliqué, mais je n'ai pas le choix, nihiliste. C'est-à-dire qu'en fait, tout équivaut à tout. On peut mettre de grands personnages politiques, on peut mettre Bourguiba à cheval ramenant l'indépendance avec des objets, le taxi Bibi, Zina Ouaziza. Bon, je n'ai rien contre Zina Ouaziza, c'est très bien, bon. Mais toujours est-il qu'il y a cette espèce de, comment dire, de désordre apparent que tu expliques, voilà, que tu justifies par une sensibilité plastique. Pour toi, c'est ainsi que les images que tu choisis se répondent ou elles te satisfont. Mais moi, je considère que sur le plan philosophique, il y a indéniablement un nihilisme. C'est-à-dire que, c'est la même chose, tout équivaut à tout. Je peux mettre ce que je veux, en définitive, dans ces retables, c'est un peu pareil. Donc, je sais que nous ne sommes pas dans le terrain ni de la philosophie, ni de la morale. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même d'avoir un regard qui n'est pas forcément un regard, comme tu dis, plastique, mais qui peut aussi interpeller la symbolique que tu as choisi ou pas choisi de faire figurer. Donc moi, je trouve qu'il y a un nihilisme indéniable. Voilà. En fait, le nihilisme n'est peut-être pas le terme. Parce que, bon, le fait de mélanger les choses, les catégories, j'en sais rien. Donc, le fait de mélanger les choses et les catégories revient à... Je peux le justifier de différentes manières, au moins deux. Déjà, c'est de la dérision. Mettre Bourguiba a une marque d'eau de Javel ou de café ou de chasse moustique, j'en sais rien comment. Donc c'est déjà de la dérision parce que ça m'intéresse d'interpeller de cette manière-là et pour marquer aussi ma distance. J'ai pas pris des supports présumés religieux pour mettre un autre type de sacralité, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc il y a déjà de la dérision qui est préméditée et il y a, par rapport aux signes manipulés, je considère qu'il y a une équivalence des signes qui revient au fait que moi je ne crois pas qu'il y
qu'il y ait la grande histoire avec grand H, traité et bataille et régime politique et roi et président et je ne sais pas quoi, et la petite histoire de chacun d'entre nous et des objets, etc. Je considère qu'une période historique, c'est un magma de plein de choses qui ne sont peut-être pas équivalentes, mais le fait d'avoir telle marque de détergent à un moment donné est aussi importante que n'importe quel autre projet réalisé. Al-Khatar, c'est aussi le marqueur d'une époque. Donc, ces marqueurs, je prends la liberté de les organiser comme je veux sur le support. Au fait d'installer tous ces éléments ou tous ces objets qui relèvent de différents registres, justement, et de les installer sur le même plan. Il y a aussi, enfin, j'ai l'impression, tu me diras s'il y a eu aussi quand tu faisais ces œuvres, si tu pensais peut-être à ça, mais les retables en eux-mêmes donc renvoient à une certaine époque aussi de l'histoire. Moi, ils m'ont renvoyé au Moyen-Âge, un peu. Et au Moyen-Âge, justement, la représentation ou l'espace, disons, dans l'œuvre, ne relevait pas de la perspective telle qu'on l'a vue dans la Renaissance, avec l'illusion de la profondeur, l'horizon, etc. Mais c'était une perspective symbolique, c'est-à-dire tous les personnages étaient là, mais leur taille disait leur importance, les uns par rapport aux autres. Et j'ai un peu retrouvé ça dans ses œuvres, par rapport à Bourguiba en lui-même, à sa taille et à la taille des autres personnages. Dans certaines œuvres, c'est plus frappant. Donc il y a, oui, cette association sur le même plan, ce nihilisme presque, comme vous dites, voilà, c'est ça. Et il y a aussi cette distinction qui se fait, et ce jeu de taille, d'éléments les uns par rapport aux autres. Alors la question que je me suis posée aussi, c'était est-ce que tu découpais ces formes qui étaient déjà c'est leur format d'origine, ou bien est-ce qu'il y a eu des agrandissements, des réductions, ce genre de jeu? Évidemment, je ne vais pas utiliser les retables et installer dedans quelque chose de l'ordre de la perspective de la Renaissance, puisqu'il y a une logique de toutes les façons à ces supports, bien sûr. L'histoire de ce qui a précédé la perspective classique de la Renaissance, c'était enfin d'autres systèmes, comme tu l'as dit, symboliques, où la taille du personnage le plus important est la plus grande par rapport aux autres, quelle que soit sa situation dans l'espace, ce qui n'est plus du tout le cas après. Donc, quelquefois, j'ai agrandi. En fait, comment j'ai travaillé? J'ai pris des magazines, مجلة الإذاعة والتلفزة, مجلة فايزة, des supports de propagande, etc. Toutes sortes de supports. Et des fois, je pouvais découper. C'est pas un support qui est rare, il y a plusieurs exemplaires. Donc, je peux me permettre, comme j'en ai acheté, je peux me permettre de les découper. D'autres fois, je prenais des photos de certains ouvrages et je les agrandissais, je scannais, etc. Et donc, parfois, je préméditais la taille des personnages et des objets, et d'autres fois, c'est de l'ordre de la composition plastique. مش كلهم prémédité يلزم بورقيبة يكون هو الكبير وكل c'est pas du tout le cas. En fait, c'est une question d'équilibre qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais qui fait qu'une fois qu'on a mis une tache rouge là-bas, il faut son équivalent, enfin instinctivement, de l'autre côté, de telle taille, etc. Et j'ai fait beaucoup d'essais. Il y a certains retables que j'ai complètement transformés. Les premiers, au début, me plaisaient bien. Quand je suis arrivée, j'ai dépassé le nombre de 10 au col. Ils sont 16 en tout.
Les premiers ne me plaisaient plus du tout et j'ai enlevé tout ce que j'avais collé dessus et je les ai réaménagés autrement. Donc les motivations, dans un travail artistique, les motivations sont multiples et c'est très difficile, hein? Changeante et multiple, elle procède de champs complètement différents. Donc je ne peux pas dire, bon, كبرت خاطر نحب بورقيبة هو الكبير وحاولوا يجيوا الآخرين وكل. كبرت parce qu'il se trouve que sur cette plage particulière, voilà, sur ce pan de droite ou de gauche, il fallait telle masse, de telle taille, de telle couleur, etc. Donc, comment? J'ai un regard de sociologue. J'ai vécu cette période. J'ai vécu cette période en démarrant ma carrière de sociologue de la pauvreté. Oui, c'est ça, madame. Khabir fi tafgir, quoi. Et il y a des choses qui m'ont interpellée. Je suis d'accord avec vous, hein. Le nihilisme, je l'ai trouvé. Je ne suis pas bourguibiste. Bon. Maintenant, probablement, j'ai un autre regard. Le fait, il y a des événements que j'attendais. Pour moi, le planning familial, c'était un élément fondateur de l'État, de l'État-nation. Donc, le planning familial, dans les régions rurales, pauvres, ou même dans la périphérie de Tunis. La rue 3200 et quelques, Melassine 3000 et quelques, les numéros par rapport aux 5 zones. Je trouve que, paradoxalement, je n'ai pas trouvé, maintenant avec le recul, quand même la construction de l'État-nation. Hein. كي تقول السيمان تاع تونس وتقول دينول تاع تونس وتقول معناتها توا سي اون اندستري qui est sortie. La SHTT, c'est la première politique du tourisme. Bon, il y a quelque chose. Vous êtes artiste, c'est vrai, Aïcha. Ça m'a beaucoup interpellée dans le sens où j'ai vécu la période de Bourguiba en disant c'est trop si on est dans notre monde, mais c'était constructeur au niveau du peuple, si tu veux. Quand un homme vient et me dit on a fait le planning familial, on l'a fait, c'est-à-dire qu'il était avec elle. Or, on a fait, c'est quand même un saut énorme. Bon, il y a aussi autre chose, c'est que je m'attendais à voir la politique de l'habitat. Quand même, la politique de l'habitat a été fondamentalement importante. La SNIT, moi je n'ai pas trouvé la SNIT. Il y a des choses qui sont à faire lire par mon fils. Ah, d'accord. Avec la SNIT, ok, سامحني, bon, ça c'est important, très important. Je m'excuse, mais c'est très important. Maintenant, il y a une troisième chose. Les personnages que vous avez cachés, avec le recul, nous voyons que nous avions des hommes d'État. Comparativement à maintenant, vous n'avez pas d'hommes d'État. Or, vous avez peut-être caché leur visage, mais ils ont été très importants. Quand vous voyez un secrétaire général d'un gouvernorat, chapeau. Bon. Donc, maintenant, avec le recul, moi j'étais une opposante à Bourguiba, comme tous les jeunes. C'était pas révolutionnaire à 20, t'es con à 40. Résultat, être révolutionnaire, c'était con. Bon, c'était l'histoire de mon père. C'était pas révolutionnaire à 20, t'es con à 40. Moi, j'ai pas été con à 20, donc bon. Maintenant, je pense que c'est un document d'artiste
comment il va être lu par l'histoire. Pacotille peut-être, mais moi je pense qu'avec le recul, j'aimerais bien aussi, c'est vrai, que l'on montre aussi qu'il y avait un État, des personnes, et leur visage effacé, je ne sais pas. Hein? Moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé parce que j'ai connu des hommes d'État. Quand vous rentrez dans une réunion, il fallait que vous prépariez votre document, ce que vous avez à dire et tout. Il ne fallait pas faire des conneries. Là, maintenant, vous rentrez chez un ministre, vous lui dites, vous n'êtes pas à il m'est arrivé de lui dire, monsieur, vous n'êtes pas à votre place. Après tout, avec mon âge, il ne peut rien me faire. On est et vous arrivez à dire à un ministre, tandis que là-bas, donc il y avait bon, je ne sais pas. Je suis là, c'est ce regard-là que j'aurais bien voulu voir. Oui, vous avez raison, même si comment dire ça, j'allais formuler les choses d'une manière différente. Il est certain qu'entre les retables et le reste, il y a une coupure. Et maintenant, comme tu disais tout à l'heure, quand on les voit affichés au mur, on réalise à quel point la coupure a été brutale. Alors que dans l'histoire, dans les faits, elle s'est faite très progressivement. Et en définitive, Bourguiba a été entouré par des personnes et ces personnes changeaient. Donc il n'y avait pas lui et tous les autres anonymes. Il y avait le clan, voilà, le groupe qui était avec lui, et le groupe au fil des années a changé, et ce n'est que vraiment à la fin qu'il est devenu tout seul. Alors est-ce qu'il n'y avait pas moyen, en voulant illustrer cette deuxième partie, si je puis dire, de la période Bourguiba, de faire autrement que d'effacer les visages? Ça me paraît trop, je ne peux pas dire simpliste, mais trop radical. Est-ce que, par exemple, on aurait pu laisser des personnages et lui, justement, augmenter la taille ou la colorer différemment, c'est-à-dire nuancer en définitive cette espèce de suprématie de Bourguiba par rapport à tout le reste. Alors, pour répondre déjà à Aziza, le planning familial et autre chose aussi, si j'avais travaillé avec un sociologue, j'aurais peut-être pensé à des choses comme ça. Moi, j'ai fonctionné uniquement avec les supports que j'ai trouvés. Les choses se sont installées. Au début, je mettais les signes un peu de façon désordonnée. Tiens, là, je vais parler plutôt de l'éducation. Donc, j'ai mis les supports, les livres d'école, etc., les manuels scolaires, plutôt les artistes, une autre fois la musique, etc. Je fais attention au thème. J'ai pas pensé au planning familial. Non, je sais. Moi, j'ai travaillé. J'avais cette logique de remettre, d'installer l'habitus d'une période, mais j'étais aussi très déterminée par les supports graphiques. Donc, entre ces deux choses, c'est vrai que c'est une lacune, mais j'aurais pu l'installer. كان لقيت عليها article ولا حاجة ولا je l'aurais probablement installé. Donc, et puis moi je fais pas, c'est pas un manuel historique que j'ai fait. D'accord, c'est historique, كما تعمل فيلم معناتها باش تحكي حكاية. Mais c'est mon histoire à moi durant cette période-là. Donc, ce n'est pas un manuel d'histoire où tous les aspects de cette période-là sont abordés. Ça Autre, hein? revient à la responsabilité de l'artiste
dans le traitement d'une période historique. سايبوه لا تحب تتكلم اي Je m'excuse de prendre la parole, mais c'est extraordinaire d'assister aux expositions réalisées par Reich. C'est une de nos artistes les plus importants de la période contemporaine. Et non, je ne dis pas ça par complaisance, hein, ce n'est pas mon style du tout, parce que je peux aussi critiquer sur d'autres choses. Et je crois que plutôt que de dire vous n'avez pas parlé de ceci ou de cela, peut-être qu'il faut interroger l'impensé. Qu'est-ce qui n'a pas été pensé? Ça, c'est une. Deux, je pense que dans le cadre de Aïcha et de cette division effectuée, premier étage ici, le second ailleurs, et cette manière de découper. Et c'est vrai que il y a ce partage chez nous tous. Bourguiba, le fondateur de la Tunisie moderne, et puis Bourguiba, l'usurpateur. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur la mémoire collective, je sais très très bien que Bourguiba très très tôt était un homme qui savait rassembler autour de lui, mais qui était aussi un homme qui ne laissait pas la place à beaucoup de personnes. Et donc je crois que l'artiste n'a pas à être le sociologue. L'artiste a à apporter un sentiment, une expression de comment il a vécu les choses, comment il l'a ressenti. Et ce qui est intéressant par contre chez Aïcha, c'est qu'elle n'échappe pas à sa classe. C'est ça qui est intéressant. Elle n'échappe pas à sa condition. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est comment cette femme, née post-indépendance, dans un milieu particulier, qui a été dominée par des hommes politiques et des personnalités artistes, a construit cet itinéraire. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte comme discours sur la réalité tel que c'est vécu par elle. Moi, je crois que c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Malheureusement, j'ai visité l'expo et je n'ai pas travaillé, mais j'ai envie vraiment d'écrire quelque chose là-dessus, parce que c'est tellement beau. On a envie de vous demander, mais comment vous avez fait les couleurs? Comment vous avez reproduit les couleurs? Quelles sont les retouches qui ont été faites? Bourguiba, ici, c'est un personnage très proche du peuple à ce niveau, à ce premier étage. Et puis dans l'autre étage, c'est le Bourguiba qui est très loin du peuple. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. On n'aurait pas pu avoir 1973, 72, 1975, etc. On n'aurait pas. Ce qui est, on peut dire beaucoup de choses sur les choses qui manquent, mais ce n'est pas une œuvre de sociologue. Et donc, ce n'est pas pourquoi tu n'as pas traité cela. Ce qui est intéressant, c'est comment les personnages ont tous des visages brodés et ont accepté des visages brodés pendant toute cette période. C'est comment il n'y a jamais eu des biographies, des autobiographies qui ont été publiées pendant toute cette période-là du vivant de Bourguiba. C'est ça qui est intéressant. Et que nous n'avons pas malheureusement, et même maintenant on se disait bon, chez Bourguiba, on a les autobiographies, les écrits, etc. Mais même après Bourguiba, nous n'en avons pas eu beaucoup. Et c'est ça. Et il y en a qui ont écrit, bien sûr, parce que leur parcours était celui en parallèle avec celui de Bourguiba, mais on n'a pas des personnes qui nous ont témoigné. Alors bon, bien sûr, les historiens ont ramassé les récits de vie et on peut retrouver des choses. Je ne veux pas être très longue, je m'excuse, mais voilà. Tu veux réagir ou Vas-y. Moi, j'aimerais en fait revenir sur ce que vous disiez là à l'instant. C'est intéressant parce que justement, il s'agit d'histoire. Mais en réalité, il s'agit de supports ici qui nous renvoient à une certaine période. Mais je n'ai pas vu d'histoire, moi personnellement, parce que, bon, et en même temps, je n'ai pas partagé cette époque. Je suis né un peu dans les années 80, j'étais encore tout petit quand cet homme était déjà sur le déclin. Mais ce qui m'a paru intéressant justement, et ça c'est justement on parlait de l'intérêt des artistes pour l'histoire, le passé ou la mémoire. Et c'est Nicolas Bourriaud qui le disait récemment. Il disait c'est une tendance, une sorte de... beaucoup d'artistes se penchent sur le passé, sur l'histoire, sur la mémoire,
mais ils n'en font pas forcément un récit d'histoire ou une réécriture de l'histoire, quoique certains, oui, évidemment. Mais j'ai plus perçu dans ce travail-là une sorte de miroir tendu, ce que vous disiez tout à l'heure, avec le recul. Moi, je ne l'ai pas, ce recul-là, mais les jeux qu'elle a installés ici dans ses retables et dans la série qui est en haut aussi, m'ont apporté quelque part ce recul. D'une autre manière, certes, pas sur une histoire, parce que quand on me parle de l'histoire politique de la Tunisie des années 60 ou 50, personnellement, je pense directement à Bourguiba parce que je n'ai pas connaissance justement de l'administration qui était avec lui, de ces hommes d'État dont vous parliez, qui avaient une présence certainement forte, mais bon, je n'ai pas une culture très, très grande en politique, mais je ne les connais pas. Ces personnes-là, ça reste des anonymes. Il faut que j'ouvre un livre d'histoire pour commencer à les connaître. Il faut qu'on me dise que, je ne sais pas, que Chedli Qlibi a fait ceci, qu'un autre homme d'État a fait cela, etc., pour que je prenne conscience. Mais oui, justement, pour certaines générations, quand on dit la Tunisie a fait ça, par raccourci justement, on pense à Bourguiba. C'est lui qui est là et qui chapeautait tout. Mais évidemment, la réalité est tout autre et l'histoire nous le dit, ça. Mais pour finir, je pense que ce jeu avec l'histoire, ou avec les documents, ou avec les supports de cette mémoire, nous parle d'aujourd'hui, en quelque sorte. Et vous le disiez justement tout à l'heure, vous le disiez, ces hommes d'État, ils avaient une présence, ils avaient, pas comme aujourd'hui, justement, par comparaison, c'est-à-dire comme si cette œuvre était un peu spéculaire, était un peu un miroir qui nous renvoie non pas aux années 60, mais pour nous poser des questions sur l'actualité, justement, que nous vivons. Et il y a certains schémas ou certains mécanismes qui sont là, dans le simulacre peut-être, parce que ce sont des simili-retables. Tu aurais pu les faire sur bois, mais tu as choisi certains matériaux et tu n'as pas peint aussi le verso, parce que parfois on peint sur le verso des retables. Donc tout ça est en simili, même les œuvres qui sont brodées en haut, le cadre, c'est pas vraiment un cadre, c'est une sorte de tissu brillant avec des décorations, donc pas de moulure, mais tout est en simili, tout est en simulacre. Et c'est en train de nous dire quelque chose par rapport justement à la construction de ces icônes, du culte de la personnalité et de ce que font les médias aussi d'une certaine manière, aujourd'hui encore. Donc voilà, ça c'était par rapport à... Je n'ai pas vu au final un récit sur l'histoire, mais plus des questions lancées à nous, ici, à cette société-là, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est un détour, effectivement, par l'histoire. Je voudrais justement réagir par rapport au choix ou à l'aspect, je ne sais pas qui a dit que c'était radical, d'avoir masqué tous les visages autour de Bourguiba. D'abord, c'était un choix plastique, et c'est assez fort ça. Quand je décide qu'une série serait traitée de cette manière-là, je continue. Mais je me rends compte, avec le recul, que, ayant vécu du côté du pouvoir cette période-là, elle m'ennuyait profondément. Tout ce qui se racontait sur ce qui se faisait dans le champ politique ou qu'elle m'ennuyait beaucoup, et donc j'ai masqué tout ça. Petite, je n'éprouvais aucun intérêt pour des détails de pouvoir, voilà, de ministère ou de choses faites. C'est avec le recul et avec l'âge et avec... Donc ces photos, d'ailleurs ces photos quand je les manipule, voilà, elles m'ennuient profondément. Et c'est pour ça que j'ai cherché les photos où il y avait Bourguiba,
pour معناتها, focaliser autour de lui et installer cette foule. Ok, c'est vrai qu'il y avait des hommes d'État que j'en ai connus et que bon, par comparaison à maintenant à l'Aral, on a évolué de cette manière-là malheureusement, mais disons que cette manière de procéder, elle traduit mon profond ennui enfant par rapport à cette activité. Donc si je peux me permettre, je crois qu'en définitive, même si tu avances comme objection que tu as un souci plastique dominant, tout travail créatif porte en lui un jugement de valeur. Indéniablement, qu'on le veuille ou non, qu'on l'avoue, qu'on l'assume ou non, il y a toujours un jugement. C'est bon, c'est pas bon, c'est agréable, c'est ennuyeux. Donc il y a toujours c'est connoté sur le plan à la fois émotionnel, moral, tout ce que tu veux. On n'échappe pas à cela. Pas de toutes les façons. Oui. من قبيله اون فيت كلمه نيهيليزم قلقتني برشا خاطر حسيت انه سي ان سونتيمون اكتويل اللي صارت له اون بروجيكسيون على اون اوفر كي تريت دون ايبوك ماهيش تحكي على الباسي. اون فيت البيريود نتاع لي زاني 60 انا ما حضرتش عليها، مولود في الثمانينات، ولدت عام 87 بالضبط. دونك وحكيت قبيله مع مدام عائشه قالت لي سيتي لا بيريود دو سون انفانس où c'était la période où tout compte en fait. استعملت الكلمة هذه اللي c'était une période où chaque chose comptait. Donc c'est pas une manière de dire où tous les symboles sont égaux, mais en fait la religiosité qui sort en fait les triptyques, en fait c'est une composition en fait entre deux choses. Il y a la religiosité dans les triptyques en fait. Au fond, une époque en fait qu'on peut qualifier de mythe, en fait, de mythe fondateur. Le mythe fondateur de la Tunisie, du récit national, c'était les années, fin des années 50 et surtout les années 60. Donc, en fait, في une grande fresque, Hercule نعقلوه مهما كانت بلاصتو. في une grande fresque, حتى loin de toute organisation religieuse, Jésus تعقلو. كيف في les fresques هذو في les triptyques هذوما بورقيبة تعقلوا مهما كانت بلاصتو. Il est là, il est le moteur en fait de toutes les images، حتى كان هو على اليمين ولا على اليسار ولا ماهوش في بلاصة centrale. Donc on peut حسب رأيي en fait كلمة نيهيليزم ما تنطبقش على خاطر سي ان سونتيمون اكتويل en fait. أنا بدي يعني قبيلة ما حكيت أنا مدام عايش قلت لها راهو فما قلق، أنت عشت في فترة où tout comptait، احنا عايشين في فترة تو où rien ne compte en fait. C'est un sentiment peut-être puis où ça va prendre du sens, mais actuellement c'est ça en fait. Il y a un nihilisme absolu أكبر من الناس الكل اللي peut-être هذاك علاش dès que ريتو بورقيبة ça en fait ça rejoint en fait الإحساس هذاك بحاجة أخرى. Mais voilà, c'est une impression en fait. Et c'est vrai, d'ailleurs, on a un peu discuté de ça, où ce que j'ai dit, bon, c'est vrai que nous vivons une période qui n'est pas très belle, hein, mais on n'a aucun recul par rapport à ce que nous vivons maintenant. Là, j'ai eu largement le recul pour installer tout ça et en parler et dire ce qui compte, tout compte, voilà, tout ne compte pas, voilà, quels sont les signes, voilà. C'est pas pour donner de l'espoir aux jeunes, voilà, mais réellement on peut pas, on est complètement dedans, on voit plutôt noir, gris, toutes les valeurs de gris, noir, etc. Ah, mais j'en sais rien, qu'est-ce qui va compter dans 10 ans, dans 20 ans, quand les gens se pencheront sur cette période, ils se diront peut-être ils ont appris la liberté d'expression, ils ont commencé à aborder la démocratie. Mais tant qu'on est dedans, évidemment, on n'a pas suffisamment de recul pour juger. Il est vrai que nous manquons cruellement de récit national, quelque chose qui puisse fédérer tout le monde. Mais bon, je ne sais pas si c'est l'esprit du temps, voilà, que c'est propre à la Tunisie ou à la propre au monde entier. Il y a une désillusion énorme au niveau des sociétés, de la jeunesse. Bon. Il y a un changement d'époque aussi, avec lequel il faut compter. Et le fait que, c'est vrai, nous n'avons pas d'émotion
collective. Cette espèce de chose qui unit les gens, que ce soit pour dire c'est bien ou pour dire c'est pas bien, nous manque. Donc on est totalement à la fois isolé, déboussolé. C'est dramatique. Enfin. C'est un temps accéléré. Excusez-moi. C'est un temps accéléré. La dislocation, Oui. c'est l'accélération du temps qui fait que nous avons un recul. Pour le moment, on se dit c'est Bentoumia, c'est Qassas, c'est... non, c'est important, non, c'est il le faut drapeau plus noir. de temps, Il y a des événements fondateurs de la destruction de l'État. La destruction est toujours plus rapide. Et voilà. Il y a des éléments, voilà, c'est des éléments fondateurs de la destruction de l'État. Or, on avait assisté à des éléments fondateurs de la construction de l'État. Oui, tout à fait. Quand les années 60, moi j'étais jeune, on n'avait rien à la fin des années 60. Tout le monde était content, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sous-vêtements, il n'y avait pas de coton, il n'y avait pas de soutien-gorge, il n'y avait pas... On a des souvenirs où il n'y avait rien. On vivait, mais on savait qu'il y avait l'agriculture, qu'il y avait les écoles rurales, qu'il y avait la cantine. Bon. Et en fait, on était projeté dans l'appropriation d'une histoire et d'un récit. Ben Salah, il faisait partie, très controversé, mais Bourguiba n'a pas été le seul, parce qu'à un certain moment, Bourguiba a disparu totalement. Après sa maladie, les années 70, qu'avec Nouira, il a disparu. Après, il a disparu. C'est pas une critique. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vraiment, ce document, il m'intéresse, et je m'intéresse comment le lisent nos enfants, nos fils. C'est ce que j'ai dit. Bon. Et là, il y a une interrogation. Et je crois que c'est un travail qui... merci d'avoir fait tout ça. Merci, parce que toi, tu es génial. C'est vrai que tu es génial. Non. Et je finis par là. Si je prends les deux expositions, celle où c'était à Sidi Bou Saïd, où tu as fait la critique de l'islamisme. كان تحطها فرد مرة تحط premier étage بورقيبة و deuxième étage alors là معناتها تهبل الناس. Voilà, j'ai imaginé les deux ensemble. Donc moi je pense qu'il faudrait mettre cette exposition et mettre au premier étage le saut vers le والا اللوطة الواحدة والفوق. Il y a des gens qui veulent parler. Je voudrais aller ailleurs, aller en direction un peu du côté ludique du travail. Moi, c'est ce que j'ai perçu immédiatement. Je ne traite nullement dans des considérations historiques, même si j'ai passé 10 ans de ma vie à travailler sur les images de Bourguiba. Donc, d'emblée, le dispositif, ce qu'il y a, comment communiquent les images entre elles. J'ai trouvé qu'il y avait une dimension ludique qui était là. Il y a quelque chose qu'on peut percevoir au pas de l'esprit du temps, peut-être, même si je n'ai pas vécu la période. La remarque qui vous a été faite, donc j'aimerais bien que vous demandez de creuser un peu plus le laboratoire. Comment est-ce que vous avez, c'est ce qui m'intéresse dans une démarche d'artiste, comment est-ce que vous avez pensé tout ça, même si vous nous avez donné des éléments, plus ou moins, mais approfondir un peu. J'ai pensé à la bande dessinée, tout simplement, parfois la manière de lire aussi, mais le regard il est baladé de droite à gauche, de haut en bas, en diagonale. Donc à l'alcool aussi,
ça a accentué cette relation à un objet où il y a derrière, évidemment, des éléments d'histoire, de mémoire individuelle, mais il y a du jeu aussi. J'abonde un peu dans le sens des remarques qui vous ont été faites sur les visages masqués, pas pour les mêmes raisons. Je trouve que, du moins dans les photographies officielles de Bourguiba, la composition déjà est suffisamment parlante. On n'a pas besoin de masquer les images des ministres. On peut parfaitement les voir, mais dans les photos officielles, on ne voit dans tous les cas que Bourguiba, et tout est mis en place en termes de lumière, d'axe, de composition, etc., pour qu'on ne voit que Bourguiba, justement. Ouzid, le problème, c'est que il y a quelque chose comme en bas, les associations sont plus libres. Le four s'est verrouillé. Donc ça m'a un peu déstabilisé. C'est un effet qui se répète en fait, et ce sont des associations très immédiates et très mécaniques. Ça se ferme un peu, alors que en bas ça respire beaucoup. On peut aller vers avec Alech, j'ai abondé un peu dans le sens, mais ce qui m'avait un peu dérangé, si vous me permettez le terme, c'était le fait que vous ne fassiez pas confiance en tant qu'artiste à un travail d'artiste, même si ce sont des photographes officiels, etc. Un photographe qui photographie Bourguiba, s'il connaît son métier, fera en sorte qu'on ne voit que Bourguiba dans tous les cas. C'est le béaba de la propagande. Donc, merci. Merci. Je réponds d'abord. Pour ne rien vous cacher, moi aussi, je préfère la série des retables. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à la construire, à faire des associations entre les différents signes, entre les différentes images. Et puis moi, j'aime la couleur, j'aime les choses qui sont joyeuses, qui respirent. Par rapport à la série d'en haut, j'ai dit que j'éprouvais un profond ennui par rapport à cette période et à ces activités politico-politiques. Et donc, j'ai pris, c'est un parti pris, je l'ai déjà dit, de masquer les visages par la broderie. D'abord, j'aime broder. C'est une activité qui me détend et qui me plaît. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en général, quand je travaille, dans la plupart de mes projets, je travaille par série. Une fois que j'ai installé le dispositif, donc ici, j'en ai fait plusieurs. Ils ne sont pas identiques. J'ai pris à chaque fois un retable de formes différentes. Ou il faut que j'ai choisi délibérément des photos où il y avait Bourguiba, il y en avait d'autres où il n'y était pas. Et j'ai brodé autour de lui. Donc c'est tout. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui a demandé. Oui. Vous m'entendez? Non. Vous entendez? Oui. Alors, c'est juste pour soutenir qu'il y a la liberté de l'artiste de choisir aussi bien ses sujets que de la manière dans laquelle il traite ces sujets. Et c'est au spectateur de répondre qu'est-ce que ça lui donne et qu'est-ce que ça lui fait réfléchir peut-être aussi. Ça, c'est une chose que je voudrais dire. Mais je voudrais vous dire que je connais plusieurs expositions de vous-même. Et il y en a une qui est particulièrement, je sors un peu de ça, mais peut-être on revient. C'était en 2012. Il y avait le printemps de la Marsa. Vous vous rappelez combien j'ai adoré les escaliers, les échelles que vous avez faites. Peut-être d'autres se rappellent encore. Ces échelles qui sont restées dans ma tête, je les ai photographiées.
Et je me suis toujours dit où est-ce qu'on est sur ces échelles maintenant. Donc c'était un travail qui était énorme et qui reste, qui garde une importance pour nous aujourd'hui. Ça c'est la première. L'autre c'était de mettre les leaders, hommes et femmes, de la révolution dans des petites, comment on appelle ça? C'était à Sidi Bou Saïd que vous avez mis. Comme elle était, votre... Les pantins on tirait comme ça les pantins? Non. C'était dans des trucs de miniatures. C'était dans les miniatures. C'est votre regard à la fois très distant et ironique aussi. Et ça crée une distance. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué aussi, cette exposition-là. Et il y a une troisième, c'est les serpillères. Je la trouve très importante aussi, ce travail sur les serpillères. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ce travail-là qu'on voit ici, il nous renvoie à nous-mêmes et ce que nous faisons. Et ce que nous faisons avec ce qu'on voit, ce que l'artiste, homme et femme, nous montre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben, merci. De toute façon, il n'y a pas de questions, donc... Par rapport à tout ça, aux différents exemples que vous avez donnés de mes projets antérieurs, bon, les spectateurs, enfin les visiteurs, bien sûr, vont les interpréter selon leur sensibilité et selon ce qu'ils vivent du moment et de quelle manière ça traduit, voilà, ça ne traduit pas des préoccupations du moment. Mais ce que je veux dire, c'est que au départ, quand je choisis de faire un travail, c'est pas vraiment l'idée philosophique, voilà, le projet théorique qui s'impose à moi au début, c'est surtout un désir de manipuler des matériaux, etc. Et donc, par exemple, pour les serpillères, bon, on n'était pas en très bonne période, mais je voulais absolument les élever au rang d'œuvre pour dire c'est quoi une œuvre, est-ce qu'on peut ramasser n'importe quoi dans la rue, passer du temps à le broder et le mettre dans une galerie. Donc voilà, c'était surtout des envies de manipulation et donc voilà. Après, bien sûr, on peut gloser, interpréter et écrire beaucoup de choses, mais au départ, c'est pas, en tous les cas, c'est pas conscient de ma part. ما همش تساؤلات اما هكا نوع من عسلامة هاي دونك اي بورقيبه اللي نتفكروا انا راجل كبير يوكوك معناها في مخيلتي وفي ذاكرتي توجيهات السيد الرئيس معناها عمري 5 سنين نتفكر السياح والاهتمام واللحظه المقدسه نعرف اللي هو موضوع انا كي سمعت اسم الاكسبو تفجعت قلت ان شاء الله مش تمجيد والحمد لله ما طلعتش تمجيد لبورقيبه دونك الحيره اللي ريتها في الاكسبو هذا اللي بورقيبه في المشاهد الكل في صحه جيده مش سؤال عايشه معناها هو نوع نجم يكونوا معناها ديما في صحه جيده اللي انا ما نتفكروش هكا وش هي اخر والحاجه الاخرى في ساعه معناها اقتراح نتفكر خاطر بورقيبه حاجه صعيبه معناها كاينك تخدم مع الدين في تونس معناها بورقيبه كاينه تخدم مع ما تمسوش معناها يجيوك الناس الكل دونك حاجه صعيبه برشا باش تخدم على بورقيبه اللي هو نوع من الشجاعه نحييك فيه والحاجه الاخرى اللي تمنيت خاطر برشا تاريخ في قصه بورقيبه معناها الكونتر هيستوار هامه نجم تحكي على بورقيبه من 100,000 تبدا بحلق الواد تبدا بصنبه تبدا اي حاجه تنجم تحكي قصه بورقيبه كامله تمنيت ما نعرفش فما مراحل فما في التاريخ بورقيبه مثلا لحظه بورقيبه قال سامحوني راني مريض بيبولار باش نمشي نداوي اعوام وغاب علينا اللي هي نصور حتى انت عايشه راك شخت بالبيبولاريتي نتاع بورقيبه في الالوان في الهلواس نتاعو
سامحني. دونك هيك مانيش نسال معناها نقترح ونحاول نقول لك الحاجات اللي في التاريخ اللي بالكش كانت نجم تكون مهمه. لحظه مرض بورقيبه وخلى تونس مينيموم 4 سنين. ها؟ خلانا قال ماشي لسويسرا باش نداوي. وخلى عباد محلاها اللحظه ذيك الفراغ وراها برشا في خدمتك. وجهه مقسوم وحمام بورقيبه مريض بالاعصاب. نجم تكون زاده طريق بالكشي مهم. هما راهو مش اسئله اما نوع من الحاجات اللي حبيت نقولهم لك. فوالا. Atif, mais c'est ta vision à toi de Bourguiba. On n'a pas du tout le même vécu, donc merci quand même. Sonia, d'abord. Bon, Aïcha, حبيت نقول لك d'abord merci pour l'expo parce que bon, vous étiez ma prof et voilà, il y a un certain respect par rapport à tout ce parcours. Je travaille beaucoup sur le patrimoine et c'est vrai que cette époque, elle est très importante pour moi parce que moi, je suis née en 1973, donc c'est la période où Bourguiba a commencé. J'ai aussi assisté au discours à la télé. Mais justement, là, j'arrive à un moment dans l'histoire, aujourd'hui, où je ne comprends plus rien, parce qu'on vit, c'est vrai, une époque un peu compliquée, difficile. Et du coup, ça fait, depuis là 5 ans, je me suis remise à relire, justement, à revisiter, à revoir cette époque, à essayer justement de comprendre tout ce parcours qu'on n'a pas vraiment été, c'est-à-dire à l'école, ils ne nous ont pas vraiment bien instruits par rapport à cette période. On ne savait pas beaucoup de choses, finalement. Et du coup, moi, je pense que c'est vraiment très important justement de revenir sur l'histoire et de marquer ces moments-là. Et justement, c'est votre choix. Il y a eu beaucoup de débats par rapport à pourquoi vous avez choisi de ne pas faire cela ou ceci. C'est le choix de l'artiste. On n'a pas... C'est une partie que vous avez travaillé. C'est un plaisir aussi. On reconnaît, vraiment, je retrouve le plaisir dans le travail. Surtout, c'est vrai, dans la première partie. Mais je vais rebondir un peu sur la deuxième partie où vous dites, c'est vrai que ces personnages, ils sont Kemal Massaadi, voilà, tous ces personnages que là, je les connais parce que je m'intéresse à cette époque aussi. Donc, j'étais un peu intriguée à première vue de les voir un peu masqués, mais je me suis rapprochée de ces œuvres-là et je trouvais que la manière dont vous avez brodé les visages n'est pas faite au hasard, quoi. C'est-à-dire, si on regarde le geste créateur, on voit quand même il y a vraiment un travail plastique derrière cette broderie. C'est-à-dire, c'est pas masqué n'importe comment. Donc, il y a quelque part une intention peut-être inconsciente. Donc, je suis pas vraiment... C'est aussi ma vision personnelle de cet acte-là. Donc, pour moi, il y a quelque chose de fort dans ce travail-là qui paraît justement pas assez attrayant parce qu'il y a des couleurs, il y a des compositions, parce que c'est plus simple en apparence. Mais je pense que c'est plus compliqué en fait, donc, si on rentre vraiment dans le discours et dans ce que ces images peuvent nous révéler. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'était vraiment juste, on aura le temps d'en parler, mais voilà, je voulais juste vous remercier justement pour tes remarques. Junaina. D'abord, merci Madame Aïcha, parce que j'ai 27 ans, je n'ai pas assisté à l'époque de Bourguiba. Là, à travers vos œuvres, j'y ai assisté. À travers votre regard, oui, à travers vos souvenirs. C'est comme un cahier de souvenirs, c'est comme une boîte à jouets qu'on ouvre et qu'on sort tous les souvenirs. Et ensuite, j'ai une petite remarque. C'est bien de travailler, de ne pas montrer votre atelier, parce que après cette discussion, je comprends pourquoi. Merci. Merci à toi, Junaina. Merci.
Alors Aïcha, bravo. À chaque fois, voilà, tu nous fais sortir quelque chose de très très tunisien en fait, avec les photos de mariage, avec tout le. Bon, c'est très souvent au premier degré, et c'est tant mieux. Ça, c'est devenu un peu ta marque de fabrique. Je voulais parler de la comparaison qui a été faite tout à l'heure, un peu entre les générations et entre les deux époques. Une comparaison qui, bien sûr, qui a été remise à l'ordre du jour depuis les événements de 2010. Et puis aussi une comparaison que je fais moi-même à l'échelle de ma propre famille, à l'échelle voilà, individuelle, parce que justement mon collègue tout à l'heure, il a posé cette question, il s'est dit que le nihilisme, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas ce que vous avez vécu il y a 40 ou 50 ans. Alors là, la question qui se pose, c'est d'abord à travers tes œuvres, Aïcha, et à travers ce que nous connaissons et comment les années Bourguiba, à quoi elles avaient abouti. Moi, je suis tenté de dire qu'il y a un certain déterminisme historique qui a fait que la première époque a donné nécessairement la deuxième époque, si on peut simplifier, que c'était la suite logique, que cette mystification ou mythologie, je ne sais pas, cette création du mythe de Bourguiba et tout ce qu'il y avait autour, ça ne pouvait donner que ça. Et la question, la discussion qu'il y a eu, le terme a été lancé par Raz du nihilisme, moi ça m'a fait penser, cette comparaison-là, ça m'a fait penser justement à la pensée de celui qui a popularisé entre guillemets le terme nihilisme, c'est bien Nietzsche, qui lui déjà à cette époque tantôt utilisait le terme nihilisme pour qualifier l'époque dans laquelle il se trouvait, qui s'annonçait à la mort de Dieu, ce qu'il avait appelé la mort de Dieu, et tantôt le nihilisme pour lui c'était justement le christianisme, qui pour lui était une vision du monde qui est contraire à la vie. Parce que personne n'a tapé sur le christianisme autant que Nietzsche. Pour lui, c'était la glorification d'un Dieu qui était pendu. Enfin, on ne va pas refaire voilà, la pensée de Nietzsche ce soir, mais justement, ça me ramène à ça. Donc lui déjà, par rapport à ce mot-là, il critiquait à la fois cette période-là, et à la fois cette période qui a suivi la chute de ce mythe-là. Donc moi je fais le parallèle, la chute de Bourguiba, est-ce qu'elle avait donné? Elle avait donné Ben Ali, c'était aussi une suite logique, c'est quelqu'un qui est venu à travers Bourguiba et grâce à Bourguiba et qui a suivi un peu dans le même, enfin plus ou moins, etc. Et voilà, donc c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Merci. Quelqu'un d'autre moi, toi, je sais pas. Moi, j'ai juste par rapport au nihilisme, justement, et au désarroi voilà, de la jeunesse actuellement. Moi, je considère que, bon, évidemment, moi, je pense qu'on a été plus gâtés, disons, d'avoir vécu cette période-là durant notre enfance, parce que les choses étaient plus simples. Parce que tout le monde participait du même récit national. Bon, et c'était pratique, il y avait une symbiose, etc., un mouvement qui portait tout le monde dans la même direction. Mais maintenant, c'est juste pas pour uniquement donner de l'espoir aux jeunes, mais maintenant les choses ont complètement changé. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de récit, il y a plusieurs récits. Kima qal Mafezoli, quand il a déterminé différentes tribus, la tribalisation de la société, et qu'en fait maintenant chaque individu participe d'un groupe ou de plusieurs groupes. Donc à la limite, il peut y avoir rencontre de plusieurs personnes autour d'un projet, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'art, dans la politique, dans plusieurs champs.
mais ce qui fait qu'on ne voit pas ces bribes d'espoir, voilà, ces mouvements, c'est parce qu'ils sont multiples et que c'est éclaté et que la vitesse qui m'a dit Aziza, c'est quelque chose qui laisse en rade tout le monde. Mais il y a des choses pour espérer en tous les cas actuellement. Enfin, c'est juste un avis. Oui. Oui, déjà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai. Je vais rebondir sur certaines remarques par rapport justement à ce que disait Sonia Khalel, c'est ça, par rapport à la technique de la broderie sur les visages justement, où il y avait plusieurs techniques de broderie Ce qui était amusant, c'est que quand je me suis documenté pour comprendre un peu, il y avait une de ces techniques qui s'appelait le passé empiétant. Peut-être par rapport à la position des points. Ça, c'était juste par rapport à la remarque de Sonia Khaled. Et pour conclure un peu, par rapport à la pratique que tu as développée, que ce soit ici dans les retables, la série de retables ou là-haut, par rapport aux albums de photos officiels, entre guillemets, parce qu'il y avait aussi des à côté dans ces albums-là, j'ai perçu ta pratique comme, je le dis un peu, comme quelqu'un qui a ses albums de famille, et les revues Faiza par exemple, ou les revues Mta'alidha ont été consultées presque comme on consulte un album de famille, comme on tourne ces pages-là. Et ce qui était intéressant, c'est que je citais Richard Chalfen, qui est un sociologue qui s'est occupé beaucoup des albums de famille. Et ce qu'il dit des albums de famille est ceci. On peut dire qu'une image vaut 1000 mots, non pas parce que les photos de famille disent quelque chose, mais parce qu'elles font parler les gens. Et j'ai trouvé ça vraiment à sa place par rapport à ce que fait Aïch. Et on en a eu un peu la preuve aujourd'hui, justement. Parce que toutes ces images nous font parler, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce qu'on a vécu ou perçu. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci. Voilà. Merci à tous pour avoir enrichi ce travail par la discussion.